Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, salut Rudy, ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast. Salut Richard, écoute, c'est un plaisir d'avoir accepté ton invitation. Moi, je te suis comme je t'avais dit sur le Fun du Sport qui est devenu Hybride Podcast. À chaque vidéo, je suis ton parcours d'athlète amateur passionné et donc je suis toujours content d'échanger avec toi. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et en fait, ça fait à peu près 1 an que tu m'avais invité sur ton podcast. Alors, j'ai tardé un petit peu à te rendre l'invitation parce que, comme je t'avais dit, j'avais encore l'espoir à l'époque de pouvoir faire des choses quand justement j'avais des invités en présentiel. Et au final, je me suis rendu compte que c'est quasiment impossible si on veut tenir un planning qui ressemble un petit peu à un vrai planning. Donc, on se retrouve à se parler maintenant. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce podcast-là. C'était vraiment une discussion super sympa. Et du coup, j'aurais bien aimé faire ça avant. Je pense que l'avantage, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées de ton côté d'ici là. Et donc, ce podcast, en réalité, j'aimerais bien qu'on parle, avant de parler un petit peu plus d'actualité, peut-être connaître un petit peu ton parcours, que tu puisses expliquer un petit peu ce que tu as fait, parce qu'au final, ça fait un petit moment que tu es là, tu es un des pionniers quand même sur les réseaux. Donc ça va être vraiment super intéressant d'avoir ton expérience. Tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu partages beaucoup de contenu, il y a beaucoup de valeur là-dessus. Tu as également ton podcast donc sur lequel tu m'avais invité, mais tu es également coach. T'es entrepreneur, t'es auteur également, et depuis peu, donc t'as publié un livre sur l'entraînement hybride qui est consacré essentiellement à l'Aerox, et ça j'aimerais beaucoup qu'on en parle également. Tu as une salle de sport, tu as une marque de nutrition, bref, t'as plusieurs casquettes, et j'aimerais vraiment qu'on puisse creuser un petit peu tous ces sujets dans ce podcast-là. Mais avant tout, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Tu m'as déjà pas mal présenté, mais pour la faire rapidement, ceux qui me connaissent pas, souvent j'aime bien résumer en disant que je suis le pionnier du coaching en ligne en musculation. Donc j'ai ouvert le tout premier site de coaching en 2006 à distance, donc avant ça n'existait pas. Et c'est pas moi qui ai eu spécialement l'idée, c'est les gens qui avaient beaucoup de demandes suite à mes nombreuses interventions sur les forums de musculation, donc avant les réseaux sociaux. Et par la suite, j'ai ouvert le site Super Physique à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est surtout ça qui m'a fait connaître parce que c'était en 2009 et c'était il y a 16 ans. Et il y a 16 ans, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et donc, j'étais pratiquement le seul à faire des vidéos, à faire des articles, à faire des podcasts. Et chaque contenu que je postais, en exagérant, que je publiais, était attendu. C'était un peu, quelle est la suite cette semaine? De quoi il va nous parler? Et donc, de fil en aiguille, ça m'a amené à plein de projets que tu as décrits. Et donc, cette passion m'a pas trop lâché. Maintenant, je suis plus uniquement, on va dire, dans la musculation pure et dure. Je me suis ouvert à plein de champs, à plein de domaines, dont notamment le fait que j'ai sorti aujourd'hui le seul et unique livre francophone sur l'Irox, un vrai livre, un vrai pavé, dont on reparlera sans doute, où j'ai vraiment tout mis là-dedans. Et aujourd'hui, je me spécialise plus dans la musculation, on va dire longévité, même si j'ai entendu dans ton dernier Q&A que tu voulais pas faire de musculation, en tout cas à la salle. Mais je me spécialise un peu là-dedans parce que vieillissant, même si j'ai pas encore 40 ans, je suis juste avant, je commence à m'y intéresser parce que je vois bien que quand il fait pas attention, le vieillissement, c'est faire le deuil de ses capacités et j'aimerais en faire le deuil le plus tardivement possible. Ouais, non, je te comprends. En fait, c'est des sujets, quand tu parles de vieillissement, bon, moi j'ai 45 ans, toi tu as dépassé la quarantaine. Si Pas je ne me encore, trompe pas 39, encore, 39. 39. Bon, Mais c'est ça pareil, de toute arrive, façon, c'est pareil. ça arrive. Mais du coup, ouais, d'ailleurs, t'avais fait une série de vidéos qui justement traitait un petit peu du sujet. Et peut-être on peut commencer par là d'ailleurs. On va probablement faire des anachronismes, mais
dans ta pratique. Et d'ailleurs, aussi, tu as mentionné la question du dopage. Et c'est vrai que sur ta page, d'ailleurs, enfin, sur ta chaîne, quand on arrive, c'est quelque chose que tu mets aussi en avant, la pratique de la musculation sans dopage. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi évoquer parce que ce soit, je pense, dans les sports que tu pratiques comme dans le triathlon que je pratique, c'est nécessairement un sujet à tous les niveaux, que ce soit amateur ou professionnel. Mais est-ce que toi, du coup, tu vois en réalité, depuis le temps que tu pratiques, avec l'évolution, avec le vieillissement finalement, un changement dans ta pratique, peut-être le besoin de faire quelque chose différemment, de rajouter des choses. Parce que, comme tu disais, moi j'ai dans le Q&A que j'ai fait, je l'ai mentionné rapidement. En vrai, c'est que au bout d'un moment, tu vois, t'as juste un certain volume d'heures disponibles par semaine, et à chaque chose que tu rajoutes, bon, voilà, c'est le transport pour la salle, c'est à la salle, un milieu dans lequel je suis pas forcément non plus ultra à l'aise. Je pars de très très loin, mais je suis persuadé quand même que voilà, pour la longévité, le fait d'avoir une musculature que tu maintiens, c'est super nécessaire. Mais pour quelqu'un comme toi qui, pour le coup, travaille réellement ça, comment est-ce que c'est quoi ta perception au final? Tu sais, comme tout jeuneau, quand tu as la vingtaine, car on dirait quand tu fais de la musculation, tu veux être, comme on dit, énorme et sec. Donc, tu t'entraînes pour faire du muscle, tu as besoin de te prouver des choses. Ton tour de biceps, c'est d'une importance capitale. Et puis, au fur et à mesure des années, tu te rends compte que, moi, c'est arrivé à peu près au bout de 15 ans d'entraînement, exclusivement musculation, que bon, tu t'entraînes, mais il n'y a plus vraiment de progrès. T'as beau forcer, t'as beau t'investir de plus en plus, t'as beau te coucher tous les jours à la même heure, faire aucun écart sur l'alimentation, en fait, il se passe plus grand-chose, quoi. T'es content, tu gardes ton physique. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a un peu lassé, même si j'adore m'entraîner en musculation. Et c'est comme ça que j'ai dérivé progressivement vers d'autres activités, sans lâcher la musculation parce que ça reste mon premier amour, on va dire. Où j'ai fait, pendant des années, j'ai fait du kayak. Donc, je sais pas si tu avais vu ça, mais j'ai le site secretdukayak.org. Donc, qui est un site que j'avais fait parce qu'il y avait aucun contenu sur le kayak et j'avais plein de questions à poser. Donc, j'avais fait le podcast Secret du kayak que j'ai animé pendant, je pense, 3-4 ans, où j'ai interviewé tout le milieu du kayak, les entraîneurs, les athlètes, des préparateurs physiques d'autres sports pour essayer de vraiment démystifier ce milieu. Et quand je suis arrivé au bout, pareil, à force de m'entraîner 6 à 10 fois par semaine en kayak, je suis arrivé à un plateau. Et le kayak, c'est un sport qui est malheureusement très marginal. Et donc, tu as très peu de personnes qui s'entraînent vraiment. Donc, je me suis retrouvé quand même tout seul. Il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est et c'est pas le c'est pas le triathlon où tu vois, il y a quand même beaucoup de compètes, il y a un engouement, il y a plein de recherches. Il y a 3 sports en plus. Donc, quand tu progresses pas dans un, tu progresses dans un autre. Et là, j'étais arrivé un petit peu au bout. Et je m'entraînais la plupart du temps tout seul. Et donc, c'est comme ça que je me suis tourné de plus en plus vers, on va dire, ce qu'on appelle l'entraînement hybride aujourd'hui. Même si j'aime bien rigoler sur Instagram en disant je me sens athlète, parce que tout le monde se prend pour un athlète aujourd'hui. Voilà, C'est ton ça hashtag, j'ai vu que tu l'utilisais pas mal. ouais, je me souviens, puis je dis souvent que je bidouille. Parce que bon, souvent on se prend un peu trop au sérieux. Et j'aime bien dire, les gars, faut redescendre un peu. Et donc, j'ai commencé à faire un peu plus d'ergomètre. Moi, j'aime beaucoup le rameur, j'aime beaucoup le ski air, tout ça. Le rameur, j'avais fait une saison il y a très longtemps. Et en fait, vu mon gabarit, j'ai pas dit, mais je fais 1m95 et je dois faire 98 kilos à peu près. Donc en fait, j'avais quelques prédispositions pour le rameur, ce qui m'avait amené en 2020 à finir 4e mondial sur le rameur sur le 500 mètres. Donc ce qui était quand même pas mal. C'était pas mal. Sans m'entraîner de manière intelligente en plus, en n'y connaissant pas grand-chose. Et donc, je me suis beaucoup mis à ça, et donc ça m'a amené progressivement à m'intéresser à l'Aerox. Donc, j'ai fait un Aerox en duo pro avec un copain en, donc en avril 2025. Le temps passe vite. Et bref, et suite à ça, forcément, moi, quand je fais une activité, j'aime bien vraiment comprendre l'activité. Vraiment, c'est un truc qui m'obsède un peu. Et donc, j'ai cherché des réponses. Et donc, c'est vrai que même si là, le bouquin hybride consacré à l'Aerox est vraiment sur l'Aerox, il n'empêche que dans une optique de longévité, avec les années, je me suis rendu compte qu'il valait mieux varier les activités que de s'acharner à faire les biceps 3 fois par semaine. Tu vois, faire les biceps 3 fois par semaine, ça rime pas à grand chose. Ça va bien t'user les coudes, tout ça, mais et les articulations mises en jeu, mais ça n'a pas trop de sens. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les années, mon entraînement a évolué vers une pratique un peu plus variable, même si j'ai tendance, je pense que c'est peut-être comme toi, comme beaucoup qui nous écoutent, quand tu aimes quelque chose, tu as envie d'en faire plus, tu vois, tu as envie d'en faire plus, tu sais, t'es content, t'es dans le flow, t'es vraiment concentré. Et donc, des fois, je me dis, ah putain, t'en fais trop. Et je répète trop, souvent le même activité. Mais c'est vrai que, voilà, ce qui a vraiment changé, c'est la variabilité. Et
Auparavant, j'étais vraiment obsédé par le physique. Aujourd'hui, c'est comme si j'avais atteint un physique en fait que je garderais presque tout le temps, vu que j'en ai fait pendant plus de 15 ans, et surtout dans mes jeunes années, ce qui compte un peu double. Et donc j'essaye de varier. Pareil, en vieillissant, bah, j'ai dû faire, je sais pas si tu le fais, mais pas mal, je passe pas mal de temps à me mobiliser, à m'étirer, à faire de la mobilité. Je suis obligé de faire tout ça parce que je veux faire tellement de choses que je me rends compte des limites que j'ai en fait. Je me rends compte, des fois, je veux faire, je sais pas, je veux faire du rameur, et là, je vois, ah, ma mobilité de cheville est pas dingue, donc je peux l'améliorer pour gagner un peu de trajet, d'amplitude de vent. Donc, en fait, comme tu l'as dit, en fait, c'est un volume horaire. Après, comme moi, c'est pas du triathlon, je passe pas des heures et des heures à faire du vélo. Donc, tout ce temps-là est mis à contribution ailleurs. Je crois que tu dis, on en avait parlé dans le podcast qu'on avait fait ensemble, mais si tu as une semaine à 15 heures, toi, en conciliant 20 heures, 15 ou 20 heures à concilier les trois pour toi, bah moi, je vais peut-être avoir dans ces eaux-là aussi, dans les 15-20 heures, mais il y a des séances, genre quand je fais mobilité, ça peut me prendre 1 heure, mais bon, j'appelle ça de l'entraînement, mais c'est pas l'entraînement où tu transpires, tu vois, c'est pas la séance sur rameur, sur skiac, sur bike erg, ou... c'est une séance qui fatigue certes nerveusement, mais où tu dis, bon, bah, je me sens bien. Ouais, je comprends. Bah, en réalité, je me retrouve quand même dans ce que tu dis par rapport à voilà le fait de pousser dans quelque chose. Et c'est vrai qu'au début, bah, je pense que quand tu veux vraiment progresser, que tu veux vraiment chercher à exceller dans quelque chose, t'es obligé d'avoir un focus particulier. Et si en fait ton focus c'est voilà le développement, la croissance musculaire, et autres, nécessairement ton focus il est sur ça, comme moi sur le vélo, natation, course à pied. Et c'est vrai que le reste, t'as l'impression que ça va pas directement contribuer à ça. Ça peut aider, et long terme, clairement, ça aide, mais sur le coup, tu te dis que voilà, ton quota horaire, il est peut-être mieux alloué à percer vraiment le domaine plutôt que de te voilà, et t'éparpiller un petit peu sur d'autres choses. Mais je comprends aussi ce que tu dis parce que au final, moi, c'est assez répétitif, même si c'est 3 sports. J'ai quand même l'impression de semaine en semaine de faire la même chose. Alors, ça va varier en intensité, ça va varier en volume. Je vais essayer pour pas devenir fou de faire quand même des séances qui vont un petit peu être différentes, mais ça reste au final le même mouvement. On essaie juste d'introduire un petit peu de variation. Et je pense que c'est pareil de ton côté. Mais comme tu dis, si t'aimes ça, c'est quelque chose Ah, qui, c'est dur, tu vois, c'est c'est comme dur. quand tu joues d'un instrument, tu vois, c'est répétitif, mais c'est le seul moyen de le maîtriser. Et je pense que au niveau du sport, si tu veux vraiment, euh, voilà, aller quasiment au maximum, je pense que, enfin, en tout cas, clairement, moi, j'arriverai jamais. J'ai commencé trop tard, je pense, au maximum de mes capacités, mais en tout cas, pousser jusque là où tu peux. C'est assez difficile voilà d'avoir une amplitude de pratique, et je pense que c'est un petit peu naturel de se focus sur quelque chose. Après alors la mobilité, honnêtement, il faut que j'en fasse plus. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo dans pas longtemps sur C'est ça. vrai? Ouais, Énorme. parce qu'en réalité, après mon accident au Texas, je me suis rendu compte que enfin voilà, j'étais vraiment une trompette à ce niveau-là. Ça n'allait pas du tout, c'était pas possible. Et quand j'essayais justement de me remettre un petit peu, j'ai fait du pilates et je me suis dit, bah, c'est pas possible. Il y a des mouvements, j'arrivais pas à les faire en fait, tout simplement. C'est pas que je le faisais mal, c'est que ça n'allait pas. Et je commence à prendre conscience aussi que ça fait partie en fait de la durabilité. Tout comme la musculation, ça fait partie de la durabilité. Jusqu'à présent, moi je me disais, bah, le fait de voilà forcer un peu à la piscine, bah, ça va muscler le haut du corps. Le fait de forcer un peu sur le vélo ou en course à pied, ça va muscler le bas du corps. Et je pense que c'est pas nécessaire. En vrai. Et donc du coup, je rebondis sur ce que tu disais, donc le côté hybride. Moi, des fois, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est déjà hybride. Mais pour toi, en fait, Oui, eh ben, je suis déjà, d'accord avec toi. hybride, c'est quoi en fait pour mettre un peu une définition sur ça, selon toi? Alors, c'est un terme commercial et marketing utilisé en abondance sur les réseaux sociaux. Ça a du sens, ouais, c'est pas faux. Tu pourras, Parce tu que pourras, tu pourras faire un reel de cette phrase. c'est ça, parce que en vrai, pour moi, tu vois, à partir du moment où tu pratiques plusieurs sports, c'est des choses que tu peux considérer comme hybrides. Après, je comprends que l'idée, c'est vraiment concilier un sport qui est davantage, on va dire, tourné endurance avec un sport qui est un peu antinomique, où le but, ça va être de construire justement de la force, d'avoir un corps qui est un peu plus charpenté que normalement un athlète d'endurance. Mais au final, c'est juste
combiner différents sports pour moi à la base. Ouais, je te dirais que aujourd'hui, c'est assez galvaudé, assez à la mode et tout. Et c'est vrai qu'on a considéré, avant que je m'intéresse à tout ça, que l'aérob c'était un sport hybride, et c'est le cas. Si on prend la définition assez simple, c'est de faire plusieurs sports. Moi, maintenant, j'ai une définition. C'est un peu quand je me dis, quand je dis, je me sens athlète, c'est que pour moi, c'est plus hybride, c'est plutôt être un athlète. Et pour moi, la définition même de l'athlète, c'est Kevin Mayer, c'est le décathlonien français, qui lui, peu importe le sport où il fait, il va pouvoir pas exceller, mais être bon. Tu vois, il a une transférabilité que moi, je n'ai pas, que toi, sans doute, tu n'as pas vu ta souplesse de ce que tu me dis, mais Pas du tu tout. vois, c'est une transférabilité. Là, j'écoutais Vincent Clerc juste avant en podcast, et l'intervieweur lui disait, voilà, est-ce que tu as fait d'autres sports, tout ça? Et en fait, dans tous les sports où il se met, ben, en fait, il est bon, tu vois. Et nous, en tout cas, toi et moi, a priori, bah, moi, j'ai pas cette transférabilité. Dès que je démarre quelque chose, c'est beaucoup d'apprentissage. Quand j'ai commencé le kayak, mais c'était super dur. Alors qu'il y a des gens, la première fois que je les ai mis dans un kayak, putain, mais ça allait tout seul. Tu vois, c'était bien. C'était pas parfait techniquement, mais ils tenaient bien, ils allaient vite. Oui, il m'a fallu des mois et des mois et des années pour y arriver. Et c'est un peu pareil pour chaque activité qui demande, on va dire, une certaine coordination, ce qu'il n'y a pas notamment sur les ergots, donc c'est pour ça que Ouais. j'apprécie particulièrement. Mais en fait, moi, j'ai pas ça. Et donc pour moi, c'est ça ce terme hybride, ce terme athlète, c'est une transférabilité. On en voit sur les réseaux, par exemple, il y a Bazinga, je sais pas si tu connais, Olivier, qui se passe le bonjour. Lui, il a fait 20 ans de gym, le gars. Il a fait 20 ans de gym, donc quoi qu'il fasse, on voit que ça, il a le mouvement, quoi. Tu vois, c'est facile. Et quand j'étais gamin, la seule chose que je faisais, c'était 2 séances d'athlé par semaine. S'il pleuvait pas, si j'étais pas blessé, parce que j'avais déjà pas mal de blessures. Et donc finalement, j'ai pas développé toute cette coordination, cette transférabilité. C'est pour ça que je dis souvent, je me sens athlète, et ça me fait marrer. Mais mais ouais, en fait, c'est ça, être hybride, c'est être capable de se transférer ailleurs. Et moi, je le suis pas. Après, si on veut la définition des réseaux, c'est faire 2 sports en apparence opposés. Voilà, et tu fais la natation, tu fais du vélo, t'as un coup le haut, un coup le bas, bah t'es hybride aussi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et souvent, au final, l'un des, alors, enfin, qu'on y souscrive ou pas, hein, mais l'un des thèmes récurrents, c'est, bah, en faisant ça, tu vas jamais être bon dans l'un ni dans l'autre. Tu fais un petit peu Ouais, moyennement les ouais, deux. ben, C'est quoi ta vision sur ça, toi? en fait, ça part d'un mauvais postulat que moi aussi j'ai cru pendant longtemps, c'est qu'effectivement, tu vas jamais atteindre ton meilleur niveau dans une activité, comme on le disait tout à l'heure, si tu te dédies pas à 100%. C'est sûr que si demain, tu faisais peut-être que du vélo, bah tu serais meilleur que maintenant sur le vélo. Bah voilà, tu n'aurais pas de natation, pas de course à pied. Mais la vérité, c'est que aucun d'entre nous, là, bah, on a la quarantaine, voilà, on va pas devenir champion. Et donc, faut pas perdre de vue que finalement, c'est pas grave si t'es pas hyper spécialisé et que t'es un peu moins bon. Tu vas devenir bon. Après, c'est juste que nos standards sont chacun en fonction de sa pratique a des standards. Une fois, j'écoutais un copain, Aurélien Broussal, qui passait dans Limitless Project, et il disait oui, tout le monde doit être capable de courir 50 minutes au 10 km. Je disais, bah, 50 minutes au 10 km, il y a plein de gens qui vont pas y arriver, hein, c'est sûr. Et il disait, par contre, oui, la plupart des gens doivent être capables, d'un point de vue force, de faire 10 pompes et 5 tractions. Personnellement, de mon prisme, 10 pompes et 5 tractions, c'est beaucoup plus facile que de faire 50 minutes au 10 km. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle être bon. Je pense que quand même, globalement, si on a un entraînement intelligent, on peut être bon dans plusieurs disciplines. Est-ce qu'on sera le meilleur? Non. Mais souvent, quand tu veux être le meilleur dans une activité, bah, si, à mon sens, à mes yeux, tu peux devenir champion, tu peux gagner ta vie, tout ça, ça a du sens. Mais sinon, pour moi, c'est une erreur parce qu'en fait, ça te coupe de beaucoup de choses, ça t'enferme, tu fais des sacrifices sans t'en rendre compte. Et finalement, je trouve que c'est une erreur. Donc oui, tu peux faire plusieurs choses à la fois et devenir bon. Tu ne seras pas le meilleur des meilleurs, comme on disait tout à l'heure, à atteindre ton meilleur potentiel. Mais ça va bien se passer. Après, bah, t'en parlais dans ton Q&A aussi, les priorisations, tout ça. Et voilà, à un moment, moi, je sens que je dois prioriser aussi. Je peux plus tout faire comme un fou. Mais en même temps, bah, quand je fais du ski erg, ça m'aide à progresser au rameur et ça m'aide à progresser sur le vélo et etc. Donc, tu peux être bon partout à la fois, mais tu seras pas le meilleur des meilleurs. Mais en tout cas, de toute façon, tu le seras même pas si tu priorisais tout, quoi. 100% d'accord avec ça. Et en réalité, pour être le meilleur, voilà, et vraiment se distinguer, on va dire, sur une scène, tu vois, nationale, internationale. Je pense que c'est quelque chose qui se bâtit depuis tout petit, quelque chose. Ou alors il y en a qui ont la chance d'avoir, voilà, un corps un peu super humain et qui arrive à commencer sur le tard.
clairement, quand je m'entraîne et quand je vais sur une course, le but, c'est d'être meilleur par rapport à la dernière fois que j'ai fait cette course-là, ou une course équivalente, de voir un progrès par rapport à ce que j'étais capable de faire et voir que le travail, ça me permet d'aller chercher toujours un petit peu plus. Et je pense que pour des gens comme amateurs, disons, toi, tu as un écosystème vraiment qui tourne autour du sport. Moi, ça reste une passion, même si je communique beaucoup sur ça. C'est quelque chose qui, ça serait une erreur, je pense, de ne voir les bénéfices ou le positif que par le biais des résultats. Il y a le parcours, il y a tous les entraînements, il y a le style de vie que ça t'impose aussi, et après tout simplement la satisfaction de avoir fait mieux que la dernière fois que tu avais fait une course, et voir des progrès qui sont intrinsèques, pas nécessairement par rapport aux autres, que ce soit ton groupe d'âge, un classement général ou peu importe, mais vraiment par rapport à ce que toi tu peux faire. C'est quelque chose qui... Ouais, non, mais justement, je suis d'accord, bien évidemment, avec toi. C'est vrai que souvent, des fois, on se perd un peu dans l'hyper spécialisation parce que on se dit, allez, je peux progresser, je peux. Et moi, je l'ai vu en musculation, quand j'en ai fait beaucoup. Et je vais pas dire que c'était une erreur. Ça, c'est comme si, malheureusement, on était voué à répéter les erreurs de nos anciens. Et en fait, on fait que ça. Alors que nos anciens nous le disent depuis le début, mieux vaut que tu varies, tout ça. Mais bref, c'est. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va éternellement se renouveler. On n'apprendra jamais même si maintenant, avec YouTube notamment, on a quand même la possibilité d'acquérir pas mal de connaissances et justement d'utiliser les erreurs que les autres ont fait pour pas les faire soi-même. Il y a quand même une tendance à aller un peu dans le mur parfois et juste vouloir se rendre compte par soi-même qu'effectivement c'était une connerie de faire ça. Parle en termes de volume, en termes d'intensité ou autre, et j'imagine pour toi en termes de charge, de fréquence peut-être, des choses qui parfois avec le recul tu te dis ça n'avait aucun sens, mais tu le fais quand même parce que on est joueur et on aime bien tester, hein. Alors, écoute, est-ce que dans ta pratique, toi, parce que j'ai l'impression qu'on va quand même pas mal parler autour de tout ce qui est sport hybride, tout ce qui est Aerox, après on pourra aborder d'autres sujets. Est-ce que dans ta pratique, c'est assez récemment finalement que tu t'es tourné vers tout ce qui peut être cardio, ce qui peut être un petit peu plus endurance, alors pas force en tant que telle, ou est-ce que tu as toujours quand même maintenu un côté finalement hybride sans le dire, et à côté de ton travail vraiment de force, t'avais tu cours un peu, Non, tu mais faisais un petit alors peu pas de... du tout, pas du tout. Justement, en fait, comme je disais, pendant 15 ans, j'ai été vraiment omnubilé par la prise de muscle et la prise de force. Donc jusqu'à organiser des compétitions pour les pratiquants naturels de musculation. Il fallait faire par exemple un max de répétition à 100 kg développé couché ou un max de traction à 20 kg de lest. Donc, je simplifie pour le podcast, mais donc moi j'étais vraiment omnibulé par ça et il fallait surtout pas faire de cardio. En fait, je voyais l'activité cardiovasculaire comme une fatigue supplémentaire à côté de mes 5 séances de 3 heures à la salle, ou même aller marcher la veille des cuisses. Je me disais, bon, est-ce que je vais marcher ou pas, sachant que demain j'ai la séance cuisse. Donc non, en fait, j'ai vraiment remis un pied dans le cardio. C'est comme je disais, j'ai fait un peu d'athlétisme gamin. J'ai arrêté, j'avais dû avoir 14-15 ans, pour le peu que j'avais pu faire avec les blessures. Mais je me suis mis vraiment quand j'ai fait le kayak, et c'est là vraiment que je me suis intéressé énormément au sport d'endurance, au développement de l'endurance. C'est d'ailleurs le premier article, ce que j'appelle un guide ultime que j'ai écrit, le guide ultime de l'endurance. J'ai fait le pavé des pavés des pavés. J'ai tout expliqué, tout ce que j'avais compris sur mon site rudicoya.com. Mais ouais, ça c'est 2017. Et après, vraiment, je me suis intéressé à l'endurance pour le kayak. Tu vois, ouais, depuis 2017, vraiment, et là, ça a vraiment pris un tournant, c'est 2020, après le Covid, où j'ai trouvé, entre guillemets, un entraîneur de kayak, un copain, Chris, je pense pas qu'il écoutera, mais qui m'a entraîné, entre guillemets, fait mes plans et tout pendant 3-4 ans en kayak. Et là, ça a vraiment pris une autre dimension d'un point de vue cardiovasculaire. Après, c'est aussi un des regrets que j'ai, c'est d'avoir commencé si tard les activités d'endurance, parce qu'on sait bien que tout ça, ça se développe surtout essentiellement quand tu es jeune. Mais Ouais. quand tu démarres et tu as déjà passé la trentaine, sachant que la VO2 max, t'as pas une marge de manœuvre, en tout cas, ta consommation maximale d'oxygène, même si elle n'est pas corrélée énorme à fond sur tes efforts de longue distance. Moi, je fais quand même des efforts qui sont assez courts, hein. Je fais des 5 km au ski air, des 10 km. C'est quand même assez corrélé. Bref. Et en fait, j'ai pas développé quand il fallait la développer. Et ma marge de manœuvre, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que, malgré tout le volume que je fais, je suis pas loin du max de mes capacités cardiovasculaires. Alors, il y a plusieurs façons de progresser, hein.
c'est soit j'augmente encore le volume, mais j'en fais déjà beaucoup, donc je me dis bon, est-ce que ça a du sens? Je suis pas sûr, d'un point de vue de la vie que je souhaite avoir. Et on dit que ma vie tourne autour du sport, mais en fait, je passe beaucoup plus de temps à écrire des articles, à faire des vidéos et des podcasts, et à coacher aussi en ligne, hein. Donc, je fais toujours ça depuis 2006, donc à m'entraîner. Ou sinon, faut perdre du muscle. Et là, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, parce qu'en fait, comme je disais, c'est un poids en fait 97-98 kilos qui est un peu ancré en moi. Donc, je peux perdre un peu, mais dès que je perds un petit peu, je sens que j'ai beaucoup moins d'énergie, je suis moins bien. Donc, comme tu le sais, les muscles consomment de l'oxygène et de l'énergie à l'effort. Et donc, si j'en avais un peu moins, tu vois, ça t'aide cardiaquement à être moins mort. Mais c'est difficile parce que je suis déjà pas mal sec. Après, j'ai un copain qui est un des meilleurs Français en Aerox, Alan Kao, qui lui a perdu 5-6 kilos. Il venait de la muscu, tout ça. Mais on voit que c'est difficile, hein. Il est super, super sec, vraiment pour courir plus vite. Et ce sera peut-être un de ses handicaps en plus pour atteindre le plus haut des plus hauts des plus hauts niveaux, même s'il est déjà très fort, même au niveau mondial. Mais ouais, je regrette de pas avoir fait de cardio en fait avant. Je pense que c'était une grosse, grosse erreur. Rien que de faire un petit peu, ça m'aurait vraiment permis d'avoir une VO2 parce que là, ma VO2 estimée est autour de 50. Donc, c'est pas foufou. Donc, c'est sûr que c'est très limitant. Mais bon, après, comme on disait, je vais pas devenir champion. Je fais du mieux que je peux. Et puis, on verra bien où ça mène. Le tout, c'est, comme on dit, de pas avoir de regrets. Ouais, non, c'est ça. Et après, comme tu dis, la VO2 max, voilà, c'est un composant. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut aider à un certain niveau et pour un certain type d'effort. Après, je pense que j'ai jamais vraiment, si j'en ai fait, mais alors, il y a longtemps, et je pourrais même pas te dire le chiffre de test de VO2 max, mais en réalité, au quotidien, c'est pas du tout une métrique que je regarde, et même, enfin, pour le type d'effort que je fais, c'est relativement des efforts qui vont solliciter ce paramètre-là. Donc, c'est pas, je dirais que voilà, c'est quelque chose. Ça fait bien d'en parler, ça fait bien de dire qu'on a une VO2 max. J'avais vu Blumenfeld il y a pas longtemps qui avait fait un Oui, t'as test. vu, Le truc avec c'est 101, à mais bon, 101. je maîtrise pas je maîtrise pas tous les tenants et aboutissants, mais je vois des polémiques un peu, des choses qui sortent, donc j'ai pas creusé plus que ça. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les meilleurs des meilleurs des meilleurs ont une VO2 max, ont un moteur incroyable, de toute façon, dans tous les cas, et qu'il y a une grosse composante génétique, normalement entre 70-80%. Donc déjà, si t'as pas les bons parents, c'est déjà un peu plus compliqué. Ah, non, c'est clair. Puis bon, je pense que t'es 101, 105 ou je sais même pas si c'est possible. Je crois que c'était le mec qui a été testé le plus haut de toute façon. 92 ou 95, je pense que t'es quand même relativement solide Ah et ouais. normalement Ah tu. non, mais déjà, quand tu vois des gens autour de 65-70, c'est déjà pas mal en fait. Vraiment, c'est déjà des grosses, Ouais. grosses VO2. C'est juste que on se compare là au meilleur, donc on se dit voilà, c'est nul. Mais faut se dire que, je crois, les chiffres officiels, c'est que si tu as moins de 35 de VO2 max, commencer à monter plusieurs étages d'escalier, ça devient compliqué. Tu vois? Ouais, Donc ça c'est je pour ça qu'on peux. dit qu'il faut travailler sa VO2 et son cardio dans une optique au moins de longévité pour avoir une petite marge de sécurité, être un peu au-dessus. Parce que comme je disais, le vieillissement va te voler une partie, quoi. Ouais, non, non, c'est clair. Et toi, du coup, depuis que tu travailles vraiment plus, donc avec le kayak notamment, et par la suite, quand tu as après commencé à envisager un petit peu l'Aerox et ce genre de choses-là, l'endurance de manière un petit peu plus présente, je dirais, dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu as ressenti voilà, quelque chose de différent par rapport à ton sport de base? Est-ce que tu as vu une sorte de complémentarité ou c'était vraiment au départ voilà, totalement antinomique et ça se met quand même petit à petit en place? Parce que c'est un risque, par exemple, lorsque moi j'envisage de faire un peu de renfo ou de muscu, je prends assez rapidement finalement, et en fait je me rends compte que ça, forcément c'est du poids en plus et c'est pas nécessairement super utile, ne serait-ce que pour être aéro sur le vélo et après à déplacer en course à pied. Mais toi c'était quoi ton ressenti sur ça? Mais ça a mis quand même des années, comme tu dis, ça a mis des années avant que je ressente vraiment les bénéfices. Et au début, ça m'a rajouté de la fatigue, parce que comme tout débutant, j'ai démarré trop vite, hein, c'est le truc, hein. On n'a pas couru depuis des années, mais tu redémarres direct par un footing de 45 minutes, donc t'as mal partout. Donc, pareil, quand j'ai acheté un bike erg, le vélo concept 2, au début, il était chez moi, donc j'en faisais tous les jours. Je me disais, je fais tous les jours 30-40 minutes. Pareil, c'était beaucoup trop. Bon, aujourd'hui, quand même, je sens que d'un point de vue de la forme physique générale, je suis beaucoup plus en forme. Tu vois, je récupère mieux, puis je me sens bien, je me sens quand même mieux. Mais c'est vrai qu'au début, je sentais que ça impactait mes séances. Après, j'étais beaucoup moins orienté musculation quand je faisais beaucoup de kayak. Et aujourd'hui, j'ai même envie de te dire que j'apprécie plus spécialement les séances sur ergo que les séances de muscu. Mais j'aime bien faire les séances de muscu que j'apprécie toujours, hein. Ça me ressemble
ça ressemble plus à des séances de repos, tu vois, pour moi. Même si, auparavant, tu vois, quand je faisais des séries de muscu, je pouvais prendre 3-4 minutes entre chaque série si je forçais beaucoup. Aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable. Je m'ennuie, je me dis, mais pourquoi tu prends autant de récup? Donc, je tombe beaucoup plus vite. Mais je finis la séance de muscu, je me dis, ouais, bon, t'as pas fait grand-chose, quoi. Donc, souvent, je me rajoute un petit 20-30 minutes, comme on dit, de zone 2 tranquille en fin de séance, pour dire, bon, t'as transpiré un peu. Parce que Ouais. sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends la musculation, et j'en parlais avec Tristan, qui nous écoutera peut-être. Je disais, en fait, beaucoup d'exercices de musculation sont des exercices où tu es assis ou allongé. Donc, finalement, c'est une activité sportive, mais bon, c'est quand même assis ou allongé, donc c'est pas foufou quand même. Donc, donc ouais, c'est sûr que ça, aujourd'hui, je ressens vraiment les bienfaits, mais c'est vrai aussi que, voilà, je peux dire que la muscu, en tant que telle, juste la pratique à la salle, pour moi, c'est quand même moins dur. Alors après, c'est peut-être aussi mon éducation, ma génétique, tout, qui fait que je me dis, bon, la muscu, c'est facile, et le cardio, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Alors que quelqu'un qui serait passé par le sport d'endurance, il dirait sans doute la même, il dirait, oh, là, la muscu, c'est hyper dur et tout. Moi, des fois, j'ai l'impression sur des zones 2 de rien faire, quoi. Et je me dis, non, mais il faut que tu accélères et tout. Et tu sais, j'ai cette, Ouais. cet ancrage de la muscu, quoi. Non, je comprends. Bah, c'est vrai que moi, le peu de fois où je suis allé à la salle ou quand j'y vais, c'est vrai qu'il y a le moment où tu travailles, vraiment, tu fais ton exercice et après, il y a forcément un moment de pause où tu es assis, où tu restes debout ou alors tu prends le selfie dans le miroir. Mais il y a quand même, c'est assez fragmenté en fait, on va dire. Mais je te rejoins dans le sens que je pense que c'est le background de chaque personne et pour toi, effectivement, la muscu, bah voilà, ça va te paraître beaucoup plus simple probablement que l'endurance. Moi, ce qui me paraît en fait beaucoup plus dur, honnêtement, ça va être des sports comme le pilate. Lorsque j'avais, Ouais, ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur, ça. c'est parce que t'as un truc, t'as l'impression que c'est un truc où tu perds le contrôle un peu sur ton corps, le truc qui commence à trembler dans tous les sens, alors que c'est un mouvement où tu te dis bon, n'importe qui peut le faire, mais en vrai pas du tout. Et c'est pas de la force, c'est pas de l'endurance non plus, c'est vraiment une sorte de voilà de chercher une tonicité un peu Contrôle. profonde, travailler avec la respiration en même temps. Vraiment pas facile. Et je pense que, voilà, pareil, quelqu'un qui a fait du pilate à fond, tu le mets dans une salle avec toi, je pense qu'il va souffrir. On va courir avec un peu d'intensité, il va souffrir aussi. Et je pense qu'il y a ce côté spécificité au final qui joue. T'as une bonne base, donc tu vas pas non plus être totalement, tu vois, à la rue. Tu vas quand même avoir voilà, plus de facilité que quelqu'un qui se lève juste de son canapé, mais nécessairement, et heureusement d'ailleurs en un sens, il y a quand même des bénéfices à travailler quelque chose en profondeur, quoi. Et donc, tu fais du pilates actuellement? Tu fais quelques séances par semaine? Non, 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 j'en ai Non. fait pendant 2 mois parce que j'avais besoin en fait de remettre le corps un petit peu en condition avant de reprendre clairement l'entraînement et j'ai beaucoup aimé, mais c'était pareil, c'était par manque de temps, j'ai pas poursuivi. Il fallait y aller, il y a la séance, il faut revenir, tu reviens, t'es plié, donc quand tu veux remettre un petit peu un petit peu d'intensité sur le vélo, en course à pied ou même en natation, bah, tu sens que voilà, ça a travaillé, que t'es pas et je pense que c'est quelque chose pour en voir les vrais bénéfices. Alors moi, je les ai vus parce que sur le coup, ça m'a aidé, mais pour voir les vrais bénéfices, il faut que ça devienne en fait une routine et que ça s'inscrive en fait dans ton entraînement, tout simplement. Tu vois, comme si comme toi, rajouter de la course à pied, bah, j'imagine que ça crée une fatigue particulière. Donc, quand tu as ta séance de jambes, j'imagine que tu t'en rappelles peut-être de la séance de course avant. Et c'était un peu pareil pour moi. Et du coup, voilà, tout ça fait que maintenant je fais que nager, courir et pédaler et je rajoute un petit peu de mobilité quand même parce que il y a des fois et enfin les gens verront dans la vidéo mais c'est pathétique pour l'instant quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. Ouais, ce qui est difficile, tu vois, comme tu le soulignes, c'est de trouver le bon dosage pour que les activités s'entremêlent et que t'aies pas les contre-coups. Parce que, comme tu l'as dit, si tu fais de la muscu demain, tu t'y mets un peu, tu vas sans doute trop forcer et avoir des courbatures qui vont t'handicaper sur les autres activités qui t'intéressent. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé l'activité cardio globalement. C'est que tu te mets à courir, puis en fait, tu as des courbatures au mollet, ça te fait même des courbatures au cul parce que t'es pas habitué au choc. Et tu te dis, bon, bah, en fait, t'as l'impact que ça fait, tu t'attendais pas à ça. Et à chaque fois, on a du mal à trouver le bon dosage. Alors, avec le temps, maintenant, on arrive à trouver, mais en fait, on se dit, bah, en fait, il faut presque rien faire, quoi. Vraiment, il faut presque rien faire au début et monter vraiment très, très, très doucement. Parce que bon, comme on prend en exemple ce qu'on voit un peu partout, en fait, c'est déjà beaucoup trop si t'as jamais fait l'activité en question.
Clairement, clairement. Bon, tout ça, ça nous emmène un petit peu peut-être vers ton livre. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit Ce peu parce que magnifique livre, je l'ai préparé, regarde, il est là. ah, super, super. Alors déjà déjà bravo parce que on voit l'épaisseur et donc ça représente quand même un travail, je pense très 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 conséquent et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de comment, voilà, tu vois, l'idée t'est venue et comment est-ce que tu as travaillé pour le faire. J'ai lu récemment qu'à la base ça devait s'appeler la Bible de l'Aerox et que Ouais, exactement. on a dû pivoter. J'imagine c'est une question de droit peut-être d'utiliser la marque ou autre sur ça. Mais comment est-ce que, du coup, bah, t'en as touché un mot tout à l'heure, que t'aimes bien, voilà, creuser le sujet et quand tu te mets sur quelque chose, t'aimes bien y aller à fond, comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants, tous les détails. Voilà, pour quelqu'un qui se met à cette pratique-là, comment est-ce qu'on en vient en fait à vouloir du coup écrire un livre en plus de s'y mettre déjà? Ouais, bah, alors moi, c'est mon 6e livre, tu vois. Donc, c'est pas le tout premier. Le tout premier livre papier que j'ai fait, ça doit être 2017 ou 2018. Donc, c'est un livre qui est devenu best-seller, qui se vend beaucoup moins maintenant parce que j'en parle plus trop. C'est le guide de la musculation naturelle, qui me sert parfois de support pour mes élèves, justement, en CQP, on n'a pas dit, mais avec ABD Formation, j'organise le CQP à Annecy, donc pour les futurs coachs. Et auparavant, tu vois, en 2012, j'avais déjà commencé à sortir des e-books. Donc à l'époque, personne n'en sortait. Et pareil, des e-books, j'ai dû en écrire, je pense, une bonne dizaine aussi, tu vois. Alors aujourd'hui, je les propose plus, car j'en propose encore deux. Le tome 1 et le tome 3 de la méthode superphysique sur l'analyse morpho-anatomique. Mais en fait, faut se dire que j'écris des articles depuis 2004. Donc en 2004, sur le net, j'ai commencé à écrire des articles. Et ensuite, de manière hebdomadaire pendant sais pas, presque 15 ans, j'en ai écrit un de manière hebdomadaire. Donc je suis habitué à écrire, et pareil avec les réseaux sociaux quand ils sont apparus, j'écrivais tous les jours une publication. Vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et des publications, ceux qui me suivent, moi en général, je mets des, je mets des pavés, car j'ai plein de trucs à raconter, j'ai plein de trucs que j'ai envie de partager, plein de trucs que je découvre, donc j'ai envie de les partager. On dit qu'une expérience non transmise est une expérience non vécue, c'est ma phrase du moment, donc j'aime bien. Et en fait, pour l'Aerox, bah, quand j'ai commencé à m'y intéresser, donc j'ai renommé déjà mon podcast Secret du sport sur lequel j'étais passé par Hybrid Podcast et j'ai commencé à interviewer tous les meilleurs Français sur l'Irox, sur l'entraînement hybride, en CrossFit, en sport de combat aussi. J'ai été chercher des spécialistes du tendon comme mon pote Valentin, motion thérapie expert, Fred Cossé sur les cartilages. J'ai vraiment investigué le sujet. Et donc, au début, j'ai écrit un article qui s'appelle le guide ultime. Moi, j'aime bien appeler ça guide ultime à chaque fois. Mais le guide ultime Irox, et qui est un article monstrueux. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est gratuit. C'est sur mon site rudicoya.com. Et il fait plus de, sans les vidéos, sans les photos, il fait plus de 50 pages déjà. On Et mettra donc, les liens de dedans, toute façon de voilà, tout bon. Ouais, bon. Je suis pas sûr que grand monde aille le lire, mais en fait, j'ai écrit. Et puis, j'ai vu que ça plaisait. Puis l'article, tu tapes guide Irox, de toute façon, il peut pas être autre chose que numéro un, vu le truc que c'est. Mais sur Google. Et en fait, j'ai continué à accumuler des informations. Et à un moment, tu vois, j'écris. Je dis, bon, c'est bien l'article. Mais il faut savoir que sur le net, je peux donner des stats. Un article comme le guide ultime Irox ou le guide ultime du tendon ou peu importe. Vraiment des super articles. C'est plus à destination des pros a priori maintenant. Mais ils sont lus en moyenne 1 minute 30. Alors que je pense qu'il faut 1h30 pour le lire. Je pense qu'il faut 1h30. Et c'est vrai que c'est difficile pour la plupart de lire sur ordinateur ou sur téléphone. Et je conçois très bien. Et donc, j'ai continué mes investigations, à écrire des choses, et à un moment, je me suis retrouvé avec 300 pages. En fait, je me suis retrouvé, j'avais un fichier Word de 300 pages avec quelles sont les meilleures stratégies, quel niveau de force il faut avoir, comment s'alimenter, ok, quelle est la technique des stations. Parce que comme moi, je m'y intéressais pour faire former au mieux, on va dire, et je posais des questions, et puis je cherchais en même temps sur les sites américains, j'écoutais les podcasts US, je me disais, bon, comment on fait? Et quand j'ai eu 300 pages, en fait, j'ai dit, bon, ça fait un bouquin. Après, l'écriture, comme je disais, comme j'écris depuis longtemps, pour moi, c'est pas ça qui est difficile. Tu vois, comme j'ai tout en tête, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu de l'entraînement sportif et que je fais des podcasts depuis 2010, donc je pose des questions, j'arrête pas, quoi. Donc ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, je vais dire, c'est quand le bouquin il sort, car déjà, c'est quand tu as écrit le bouquin, je sais pas si tu écris un bouquin un jour, mais pour ceux qui veulent en écrire, écrire le fichier Word, c'est rien. C'est ensuite que ça commence. C'est est-ce que je l'auto-édite ou est-ce que je le fais avec une maison d'édition? Donc moi, à la base, je voulais faire avec une maison d'édition. Ça s'est mal passé. Donc, j'ai dû racheter les droits du livre. Donc déjà, j'ai perdu 6 mois. J'ai perdu 6 mois là-dessus. Ensuite, faut réfléchir aux photos. Donc tu prends un photographe. Donc là, j'ai un copain super bien. Ensuite, j'ai un copain graphiste.
Donc pareil, donc faut avancer des sous, hein, ça sort pas d'un chapeau. Donc pareil, pour designer 300 pages, pour ceux qui se le sont procurés, le bouquin est vraiment magnifique. Je pense que c'est impossible pour moi de faire mieux en l'état. Donc voilà. Ensuite, quand on est là, bah, tu fais imprimer. Puis là, avec l'imprimeur, bah, tu as plein de galères aussi parce que tu demandes un exemplaire pour tester, tu reçois, il y a des coquilles, donc tu renvoies et puis tu dis, ah bah attends, il manque ci, il manque ça. Tu fais au moins 15 allers-retours. Et puis pareil, un bouquin comme ça, j'ai pas montré, mais ça, c'est un bouquin qui fait donc comme ça. Il fait 300 pages. Donc, il est grand, c'est un grand format. Je peux montrer par exemple, pareil, à la Clé des Champs qui fait des tout petits bouquins. C'est pas le même, hein. Voilà. C'est pas le même. Donc pareil, imprime des bouquins, mais tu prends, donc j'auto-édite, donc tu prends un peu un risque. Tu dis voilà, est-ce que ça va se vendre? Parce que je suis pas trop étiqueté Irox même. Même si j'ai interviewé tout le monde et que j'ai le podcast, moi je suis pas très, on en parlait un peu le podcast, je suis pas très marketing, tu vois, j'ai un peu de mal avec tout ça quand même. Et bref. Et donc je suis pas trop étiqueté. Et donc bon bah pareil, le bouquin, j'en commande 500. Bah pareil, c'est pas un bouquin qui coûte 10 euros à faire, hein. Ça coûte plus que 10 euros par livre, hein. Largement, hein. Donc même si J'imagine. c'était 10 balles, c'était 5000 balles, quoi. Donc plus le graphisme, plus racheter les droits du bouquin. Et bon, et après, bah, ok, t'as le bouquin, mais c'est toujours pas fini. Tu sais, on en parlait avec Pyrénées Performance. Bah, c'est un peu pareil. C'est maintenant, faut en faire parler. Donc là, j'écris, j'en parle sur les réseaux. J'en donne, entre guillemets, à ceux qui m'ont aidé à le faire, qui m'ont donné des réponses, donc qui sont passés dans le podcast, en général sur l'Irox. Et puis maintenant, il faut continuer à en faire parler, parce qu'on est dans un monde, comme tu le sais, où il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, en fait, il faut que le bouquin, soit j'en parle tout le temps, soit d'autres en parlent pour moi. Et comme c'est une auto-édition, bah, ça pas en librairie. Faut le dire aussi, les gens lisent de moins en moins, même si je pense que c'est un objet un peu de collection. Et comme j'ai pas eu l'aval d'Irox qui n'a pas souhaité discuter pour l'instant, je dis pour l'instant parce que j'ai toujours un espoir, mais que ça s'appelle Irox, que ce soit le livre officiel, que même moi j'étais prêt à rien gagner dessus, hein, pratiquement rien en tout cas, a pas voulu donner le nom, alors que moi je trouve c'est un peu bizarre. Tu as le droit de faire des formations Irox en prenant l'affiliation coach Irox, tu peux faire des programmes en ligne Irox, tu peux faire du coaching Irox en vrai, mais tu peux pas faire de livres. Je me dis bon bah c'est quand même bizarre, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, mais autant faire une formation et puis tu la vends plusieurs centaines d'euros et puis voilà quoi. Enfin, si c'est pour l'argent. Et donc voilà, c'est maintenant que ça commence. Pour moi, le plus dur, c'est pas d'écrire, c'est tout ce qu'il y a ensuite quoi. Tu vois, comme là, j'ai fait toute la page pour le présenter. Tous les jours sur Instagram, bah il y a des gens qui m'envoient des photos avec le bouquin, bah j'en parle aussi. Donc c'est vrai que voilà, là il est sorti. Pour l'instant, les ventes sont ce que j'attendais, entre guillemets. Tous les jours, je fais des enveloppes, donc on voit pas, mais j'ai plein d'enveloppes sur ma table. Je vais tous les jours à la Bah, c'est bon poste. signe, ça. C'est bon signe. Ouais, c'est bon. Alors, je peux donner aussi pareil des trucs que je découvre. C'est que quand on envoie un livre à l'étranger, par exemple en Belgique ou en Suisse, bah, ça te coûte 23 euros de frais de port en Colissimo. Donc tu vois, là, tu te dis bon. Donc j'ai monté les frais de port pour les étrangers, malheureusement, mais parce que je peux en prendre une partie, mais pas tout non plus. Mais en fait, je découvre plein de choses. Pareil, des fois, tu as des livres qui arrivent, même si tu as des super enveloppes, c'est de la main-d'œuvre, hein, mais tu as des super enveloppes. Ben, en fait, des fois, la poste a défoncé l'enveloppe et le bouquin est abîmé. Donc là, tu en renvoies aussi. Donc, en fait, c'est plus là que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Et donc, bah, j'espère l'installer parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la Bible de l'Irox, quoi. Vraiment, je l'aurais appelé comme ça si j'avais pu. Et il y a tout, de tout dedans. Et donc, j'ai vraiment espoir quand même de pouvoir le présenter aux responsables d'Irox et d'en parler pour de vrai avec eux. Parce que c'est dommage que le bouquin se diffuse pas, alors que pour eux, c'est une super publicité. Et pour te dire, j'ai même pas mis mon nom sur la couverture, parce que pour moi, c'est plus un livre un peu communautaire. Donc mon idée, c'est qu'il se diffuse le plus possible, sachant qu'il y a peu de chances que je devienne riche avec un livre, que pour ceux qui ont déjà fait des livres. Ils savent que les marges sont pas... Surtout quand tu as 23 euros de frais de port, là, tu sais que... Ah oui, tu sais que... il pèse lourd. il fait 1,4 kg, ouais. Ouais, c'est un Ouais, gros livre, hein. ouais, ouais, non. Donc voilà un peu l'histoire rapide de Hybride. Bah écoute, non, ça. Alors, pour répondre à ta question, j'ai déjà publié des. Alors, c'est pas des livres, et c'est certainement pas des livres que les gens qui écoutent ce podcast vont lire. Enfin, que le premier, c'était ma thèse en droit, donc je pense que là, on a déjà perdu 100% des gens. Et après, c'était un manuel juste sur voilà un sujet juridique. Et effectivement, cette histoire de bah, trouver un éditeur. Est-ce que tu l'édites toi-même? Alors, moi, c'était même pas une question en fait, hein. C'était nécessairement via un éditeur. C'est des mondes totalement différents, mais effectivement, tu peux avoir un très bon produit, tu peux y avoir mis vraiment toute ton énergie, avoir vraiment voilà toutes les connaissances qui vraiment
intéresserait les pratiquants s'il n'est pas mis devant les gens, s'il n'est pas mis devant leurs yeux, entre leurs mains. Bah, malheureusement, ça va être difficile d'en faire quelque chose et bah, ça passe effectivement par ce que tu dis et ce qu'on discutait tout à l'heure avant de commencer le podcast, par le fait de mettre le produit en fait en lumière, de faire du marketing, même si parfois Sans ça, arrêt. c'est pas naturel, mais il faut le faire et souvent en fait tu vas avoir des produits qui sont très moyens. Nous, on parlait tout à l'heure dans le domaine de la nutrition, et d'ailleurs, on va y venir un petit peu après aussi par rapport à ta marque, mais tu peux avoir un produit qui est très moyen, voire mauvais, mais qui est marketé d'une manière Bien telle sûr, il y que... en a plein, t'en as plein, mais tu vas en avoir plein en triathlon, mais des compléments alimentaires là, on associe, il est pas en France en ce moment. Bon, il est en Espagne. Il avait besoin parce qu'on n'envoie pas les compléments en Espagne avec Superphysique Nutrition. Et donc, il avait besoin de compléments. Donc, il a été en acheter en pharmacie. Après, il a été dans des sortes de Biocoop qui y a sur place, des magasins bio. Et en fait, il s'est rendu compte les saloperies qu'il y avait. Et il en parle dans un des podcasts qu'on a sur le Superphysique Nutrition podcast. Et il me dit, putain, mais c'est incroyable. Il me dit, les additifs qu'ils mettent, il n'y a rien dedans. Et c'est hors de prix. Et en fait, comme tu es en pharmacie, tu as un flacon en verre, tout brillant, tout ça, les gens disent, ah bah c'est hyper qualité. Alors que c'est que l'emballage, quoi. C'est vraiment que l'emballage. Et c'est vrai que bah, alors là, le milieu des compléments, c'est vraiment ce qui se vend le plus souvent, c'est les trucs vraiment pourris, quoi. C'est les trucs pourris. Ou alors, ça peut être qualitatif, mais dans ce cas-là, ça vend à perte parce qu'il y a un fonds d'investissement qui veut raser tout le monde. Ouais, ouais. Non, non, ça c'est certain. Il y a la question de l'emballage, il y a ce que tu vas en dire, il y a l'image en fait que tu fais tourner autour du produit et souvent il y a certaines marques et dans le domaine du triathlon c'est clairement le cas ou des sports d'endurance où on a associé certaines marques à des performances lunaires de certains athlètes comme Bien si sûr. c'était grâce à ce produit-là que la performance avait été atteinte et en réalité bon voilà on sait tous que c'est de la flûte mais ça fonctionne. En fait, ça convainc. C'est comme, je sais pas si t'as vu, allez, je dérive un peu là-dessus. Nike a sorti des chaussures, tu sais, style pour le cerveau, là, des conneries, tu sais. T'as pas vu cette histoire? Le truc avec T'as les vu? boules en dessous, Ouais, ouais, ouais. franchement, ouais, moi je peux le dire, j'ai aucun, ils peuvent m'attaquer, ils vont pas m'attaquer, mais c'est ridicule, quoi. Vraiment, tu te dis, non, mais ils se foutent vraiment de notre gueule. Et puis ils en ont filé à tous les athlètes sponsorisés, tout ça, pour créer la hype. Et forcément, ils ont bien fait le truc. Ils ont fait exprès à mon avis, d'avoir un petit stock, pour que ce soit en rupture de stock, pour que les gens s'inscrivent, pour générer de la demande, etc. Et là, tu te dis, mais après, c'est la consommation. Toi et moi, on est entre guillemets des entrepreneurs et donc on regarde quand même de loin, on connaît les artifices que la plupart des gens utilisent. J'ai lu, je sais pas toi, mais des dizaines de livres sur la manipulation, les nudges, la communication. Donc je vois les artifices qui sont utilisés pour essayer de me donner envie et donc j'arrive à ne pas succomber. Mais c'est vrai que si t'as pas tous ces outils-là, ben en fait tu peux vite tomber dedans. Tu dis bah oui, alors un tel, il court avec ça ou il a tel vélo. D'ailleurs j'ai entendu que tu voulais changer de vélo peut-être, tu te tâtes, mais J'attends le prochain mais vrai. canyon, moi. Mais voilà, mais ouais, tu vois, en fait, les compléments ou même les bouquins. Alors là, tu vois, le bouquin, moi, je suis un peu connu dans le milieu de la musculation, donc c'est bien. Dans l'aéro, je suis pas trop connu. Donc, pareil, Ça va venir. bah, j'espère. Là, j'ai vraiment tout mis dans le bouquin. Donc, mais pareil, c'est un travail. Je te reparlerai en antenne parce que j'ai des anecdotes de fou. Ou pareil, je réfléchis à faire des partenariats avec des gens qui sont un peu connus. Et des fois, on me demande des sommes incroyables. On me dit, non, mais je dis, mais attends, c'est un livre. Je dis, moi, faut pas payer. En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais, Mais ouais. ouais, Ah, c'est pour ça, ouais, souvent, les compléments, c'est un sacré milieu, quoi, aussi, ouais. ouais, mais je pense que souvent la perception en fait dès que tu mets un produit sur le marché, la perception des gens c'est que t'es refait, t'es totalement blindé, que le truc génère des millions. Euh, c'est pas nécessairement le cas, c'est pas nécessairement le cas pour tous les produits ni à n'importe quel stade du développement d'une marque. Donc non non, je te rejoins sur Non, ça. ce qui est triste, tu sais, c'est qu'en fait, c'est une histoire aussi un peu d'argent. Tu vois, malheureusement, comme je disais, il y a beaucoup de fonds d'investissement derrière des grosses marques de compléments alimentaires françaises qui, en fait, balancent des sous, des sous, des sous, des sous, des sous pour augmenter le CA pour revendre ensuite plus cher. Tu vois, tous les 3 à 4 ans. Et donc, moi, j'en connais pas mal de marques qui ont fait ça. Et en fait, quand t'as pas d'argent, bah tu ne peux miser. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis ces presque 20 dernières années avec le coaching ou autre. C'est sur la confiance, en fait. Tu essaies de faire les choses bien et les gens ont des résultats et ils sont contents de ce que tu fais et ils vont en parler un petit peu. Et donc, ils vont être, entre guillemets, plus fidélisés et ils vont en parler. Et donc, certes, c'est pas la philosophie actuelle du monde capitaliste, mais je te le disais, ça suffit largement en tout cas, pour
pour être bien, pas pour être riche, mais pour être bien. Et bon, finalement, ça va. Bah, non, je te rejoins sur ça. Et puis, tu as quand même créé une communauté solide qui voilà, te fait confiance, te suit, sert aussi finalement d'ambassadeur un petit peu pour ton approche, pour tes produits. Et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisant au final que de payer voilà, des ads sur Google, sur Meta, peu importe. Même si, effectivement, je pense que quand tu veux passer un certain palier, quand tu veux vraiment voilà, scaler à un certain niveau, bah, malheureusement, c'est le game et c'est quasiment impossible de faire autrement au final. Non, mais ouais, ouais, en fait, comme on disait, moi, là, en ce moment, je teste un peu les ads sur Instagram pour le bouquin. Parce que je trouve que la vidéo que j'ai faite me ressemble bien, très humaine, très sincère, tout ça. Donc, je le teste. Après, c'est vrai que moi, j'ai jamais été dans cette optique aussi de payer, de faire des pubs. Je déteste les pubs. En fait, ça me rend dingue. Et vraiment, ça me rend dingue. Donc, j'ai enlevé toutes les pubs de mes vidéos YouTube. J'ai tout enlevé, j'en peux plus, quoi. Et donc, j'ai jamais payé pour ça. Et j'aime pas qu'on me force la main, en fait. Donc, mais c'est vrai que là, je m'y intéresse un petit peu pour le bouquin. Je regarde un petit peu, j'ai pas encore creusé, mais je me suis noté les pubs sur YouTube pour voir comment ça fonctionnait avec AdSense. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, comme tout le monde fait de la pub, c'est de plus en plus cher, en fait. Et c'est pas dit que ce soit rentable. Déjà, je te prends un exemple sur les compléments, parce que nous, c'est une de nos problématiques, entre guillemets, c'est aussi un choix, hein. C'est que comme on a des prix qu'on a voulu accessibles, mais en fait, la marge n'est pas suffisante pour faire des publicités rentables. Pour se faire connaître, pour faire de l'acquisition, comme on dit, payante. En fait, c'est pas possible. Sinon, bah, on est en perte tout de suite. On est en perte tout de suite. Donc ça, c'était une stratégie aussi d'être accessible, tout ça. Et donc forcément, bah, ça limite, ça limite. Ça peut pas faire la croissance x3, x4, x5 comme ils font tous. Et voilà, on est même pas sur des multiples nous. Mais tu vois, c'est pareil, il faut se poser la question. Mais c'est des choses auxquelles je pensais pas quand on a créé la marque en 2017, par exemple, donc Super Physique Nutrition. Parce qu'en fait, nous, on voulait juste faire des compléments accessibles, qualitatifs, au plus grand nombre, pour lutter justement contre les marques qui mettent des prix indécents, qui te font payer en fait la publicité, les ambassadeurs qu'ils ont, les influenceurs. Je dis non, nous, on va pas faire tout ça. Donc c'était un parti pris, mais c'est aussi ce qui fait que beaucoup de personnes savent pas que j'ai une marque de complément. Donc pareil, tu vois, c'est des trucs à réfléchir, toi, avec Pyrène, justement, pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que finalement, après, c'est une philosophie. C'est une philosophie. Ça, c'est comme un entraînement, c'est des compromis. Bah là, c'est pareil sur l'entrepreneuriat. C'est qu'est-ce que tu es prêt à faire ou pas. Je sais pas toi, mais moi, tous les jours, il y a des gens qui me démarchent pour me proposer leurs services pareil. en tout genre. En tout genre. Et à chaque fois, tu sais, des fois, je donne suite pour voir ce qu'ils me proposent. Et je vois que c'est pas du tout ce que je veux faire, quoi. Je dis, ah non, mais alors là, je vois ce qu'ils veulent faire, hein, et je le vois très bien. Et je dis, mais moi, c'est pas du tout ce que je veux faire, en fait. Je préfère que ça marche. Alors après, je suis dans une position aussi, ça fait 20 ans, donc un peu confortable, financièrement, qui fait que j'ai pas besoin de tout ça. Mais c'est vrai que des fois, tu dis, ah ouais, putain, en fait, on en est là. Et c'est des réflexions à avoir, quoi, tu vois. Se dire comment je me positionne, qu'est-ce que je fais, quelle est ma cible et qu'est-ce que je vise avec. Tu vois, si demain, si on voulait conquérir le monde, il faudrait revoir toute la stratégie, quoi. Là, Là, je suis mais d'accord on avec toi. perdrait la communauté. On perdrait la communauté de gens qui me ressemblent et qui aiment pas payer les influenceurs et les ambassadeurs et les publicités. Bah, ça me fait penser, moi, avant de me mettre vraiment au triathlon, je faisais beaucoup de musique, beaucoup de guitare. J'avais un groupe à l'époque avec mes potes. C'était génial en vrai. Et souvent, tu vois, dans ce domaine-là, quand tu as un artiste ou un groupe que tu adores, qui voilà prend un tournant qui n'est pas nécessairement celui, tu vois, de je veux dire, original que la base de fans en fait s'attend, c'est voilà, c'est le vendu, ils sont devenus commerciaux, etc. Et je pense que c'est un petit peu la même chose à un moment donné. Si jamais tu veux bah, voilà, conquérir finalement un nouveau marché, une nouvelle zone géographique, vraiment t'étendre et scale, bah, en un sens, t'es aussi obligé finalement de donner ce que le marché attend. Et ce que le marché attend, c'est pas nécessairement aligné avec ta position de départ, avec ce que tu souhaites faire et ce qui te tient à cœur. Et il y a nécessairement peut-être un compromis Ouais, aussi à ouais, il y a trouver. un compromis. Je te dis, moi, j'avais un copain qui avait une marque à un moment et il était un peu dans la même philosophie que moi. Nous, donc, on met pas d'édulcorants, on est contre l'édulcorant, contre les arômes, on est contre tout, quoi. Contre toutes les saloperies. Et lui, il me dit, ouais, ben, il me dit, moi, je me suis tâté, puis j'ai mis des arômes. Et il dit, bah, les ventes, elles ont été multipliées. Il me dit, on a mis des arômes dans la protéine. Il me dit, là, mais ça a explosé. Mais je dis, nous, on peut pas faire ça parce que nous, on n'en prendrait pas de cette prot-là. En fait, je dis, moi, j'en prendrais pas et je peux pas recommander un truc que je prends pas.
fait, je lui dis, c'est pas possible. Après, bon, lui, finalement, c'était pas la même stratégie que moi d'incarner vraiment la marque, de la garder à vie, d'être vraiment un reflet de ma personnalité. Et donc, bah, finalement, il a revendu plusieurs fois. Donc, voilà. Tu vois, c'est pareil, c'est des trucs comme ça, faut se dire, il y a des réflexions à avoir. Et comme t'en es encore au début, je te partage un peu les miennes. Ah non, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu justement, et c'était l'un des sujets dont je voulais qu'on parle. On retourne juste 30 secondes sur l'Aerox, on finit avec le côté un petit peu hybride, après on parle un Il petit paraît que peu tu veux plus. pas en faire. J'ai entendu que tu voulais pas en faire. Si tu voyais ma capacité à soulever des poids, je pense que tu comprendrais pourquoi. D'ailleurs, est-ce que pour toi, en fait, le secret finalement d'une bonne perf en Aerox, ça va être quoi? Ça va être plus le côté endurance ou ça va être plus le côté voilà, force? Ou est-ce qu'il faut vraiment un bon mélange des deux? Il y en a un qui prime sur l'autre? Ouais, bah, c'est une très bonne question et c'est une des découvertes vraiment que j'ai fait en m'intéressant à l'Aerox. C'est que, en fait, on le voit de plus en plus, si t'es très bon en course à pied, t'as un avantage indéniable. Et en moyenne, la course à pied, sur une performance qui est moyenne autour de 1h30, 1h40 pour la plupart des gens, c'est entre 60 et 65% de la durée d'effort. Donc, tu vois, c'est majoritairement de la course à pied. Et ensuite, les niveaux de force, déjà, c'est pas le haut du corps, c'est beaucoup le bas du corps. C'est de l'endurance de force du bas du corps. Et les performances en musculation des meilleurs mondiaux, rapportées au poids, tout ça, en fait, sont pas si importantes. Tu vois, je te parle des meilleurs mondiaux, donc tu vois vraiment l'élite, d'élite, d'élite, d'élite. Hein, si tu prenais Ouais, les ouais. meilleurs triathlons, les meilleurs triathlètes par exemple, bah là, les meilleurs en Irox ont 3 reps à 130 au squat, 3 reps à 170 kg au soulevé de terre, et puis 3 reps à 70 au développé militaire. C'est bien. Je vais pas dire que c'est faible, mais on parle des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et donc, dans le bouquin, j'ai fait tous les calculs pour, en open, quel est le niveau de force qu'il faut sur les principaux exos de muscu, au niveau pro, quel niveau il faut, que ce soit homme ou femme. Et en fait, les niveaux sont bien moins importants que ce qu'on pense. Vraiment beaucoup moins. En fait, ce qui fait gagner ce qui fait être bon en Irox, c'est ton endurance, on va dire globale et notamment course à pied, et ta capacité à ne pas congestionner au niveau des cuisses. En gros, c'est ça. En gros, D'accord. après, tu as un peu de haut du corps, mais c'est quand même minime. Par exemple, le ski erg, c'est l'avant-dernière station qui fait vraiment gagner. Parce que les différences entre les individus sur le ski erg sont assez faibles. Il y a peut-être 30 secondes, tu vois, les 40 secondes, une minute au maxi. Alors qu'en course à pied, bah, entre Ça peut quelqu'un être qui court beaucoup en de temps, ouais. 3,30 Ouais. et un autre qui court en 6 minutes, ça fait 2,30 par kilo, donc ça va vite. Mais c'est vraiment ta capacité à pas congestionner. Et donc, bah, Tristan, que tu connais bien aussi, qui t'a accompagné sur le Northman, Ouais, ouais. bah, lui, il a fait, et a priori, Avec un très je le bon temps spoil et tout. d'ailleurs. Voilà, il a fait moins d'1 heure et a priori, il est en train de se préparer un petit peu en douce aussi. Mais voilà, lui, c'est exactement son type d'effort, tu vois. Je pense que quand tu fais beaucoup de vélo, et c'est pour ça que beaucoup de gars font du bike erg en Irox, en fait, c'est t'habituer à ce que ça brûle et à continuer, à continuer, à continuer. Donc, c'est vraiment un sport d'endurance et c'est pour ça que on voit de plus en plus de pratiquants d'endurance arriver et exploser. Là, j'interviewe Xavier Dufour prochainement, qui est un ancien pentathlète de l'équipe de France, et il fait 30 minutes 30 ou quelque chose comme ça au 10 km. Bon, bah, le mec, forcément, quand il court, Ça va il aller manque un vite, peu de ouais. force pour l'instant. Mais vu les niveaux de force requis, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'être super bon, et c'est sûr que ça va venir. Tu vois, Ouais. il n'y a pas trop de doute. Ouais. Et ce qui m'avait surpris aussi quand je m'y étais un petit peu intéressé, c'est que le côté, enfin, quand tu vois ça de l'extérieur et d'un point de vue, voilà, totalement novice, il y a le côté un peu brut. Tu prends des trucs, tu les portes, tu tires comme un sauvage sur des sur des trucs. Et en fait, il y a quand même un côté qui est vachement technique au final, j'ai l'impression, Bien pour sûr, bah, performer. c'est comme chaque activité. Bah, sinon, je pense que tout le monde le sait. Quand tu as l'impression que c'est facile, en fait, c'est que c'est hyper, hyper technique. En fait, tu vois bien, c'est comme le vélo. Tu dis, ouais, je pédale. Non, pas du tout. Moi, j'avais interviewé François Pervis, qui était double recordman du monde à l'époque sur piste, je crois sur le 200 et sur le 1000. Et en fait, il avait un pédalage vraiment tiré, poussé, mais incroyable. Il me disait, moi, j'ai aucune déperdition pratiquement. Alors qu'il était beaucoup moins fort en muscu, mais sa technique de pédalage était incroyable. Et c'est pareil quand tu nages, tu peux dire, oui, bah, je fais du crawl, mais il y a faire du crawl et faire du crawl. Tu vois, et en fait, bah, pareil pour chaque, bah, ça, on retrouve dans le bouquin. Comment tu mets tes mains pour le sled, comment tu te positionnes. Par exemple, au sled push, faut avoir les fesses à peu près à la hauteur des épaules, tu vois. Parce que c'est une force horizontale, tu vois, c'est vraiment, ma caméra là, ça fait ça. Tu vois, si t'es un peu au-dessus, bah, tu lèves un peu le sled. Si t'es un peu en dessous, tu l'enfonces dans le sol. Donc, pareil, au ski erg, rameur, et j'ai fait une super vidéo d'ailleurs, j'en parle, mais sur le rameur avec Elodie Ravera, qui est en équipe de France d'aviron.
qui a fait 3 Jeux Olympiques. Une vidéo vraiment super, bon, qui a pas énormément marché, mais moi, je trouve qu'elle était exceptionnelle. Et bref, et pareil, elle m'a corrigé, il y avait plein de petits détails, en fait, qui te font vite gagner des secondes. Donc, à chaque sport, de toute façon, tu as une optimisation, quand je faisais du kayak. En fait, j'étais là, je cherchais, on me disait, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et je sais pas, ça se joue dans des micro-détails, mais le micro-détail à la fin, il fait une énorme différence. Non, c'est super intéressant et en vrai, je fais le lien avec le triathlon. Quand j'ai commencé, bah, je voyais juste des mecs courir, pédaler, nager et en vrai, bah, forcément, tu commences à creuser un petit peu et tu vois que il y a des ramifications dans tous les sens et que c'est pas si facile que juste voilà s'y mettre. Il y a des côtés techniques, alors dans certains sports plus que dans d'autres, mais il y a toujours cette approche technique aussi qui va te faire gagner voilà des secondes, des minutes parfois, parfois des grosses minutes. Donc non, super intéressant. Du coup, donc toi, tu en as fait un avril 2025. Est-ce que là, on te revoit bientôt sur un Irox, du coup? C'est quoi les projets pour toi à ce Ouais, bah, niveau-là? en fait, j'aimerais bien. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais mal au genou depuis un petit moment et donc bah, j'ai forcé un peu dessus. Et en fait, je me suis fait une rupture partielle du tendon rotulien. Aïe. Donc je suis en pleine rééduque, mais qui est en pleine rééduque. Je fais ce que je peux, je suis bien accompagné, tout ça. Et puis c'est pour ça que je me suis beaucoup documenté sur l'entraînement du tendon ces derniers temps, avec le guide ultime du tendon, pour ceux que ça intéresse. Et bref, et donc là, je suis en pleine rééducation, mais un tendon, normalement, ça met un bon 6 mois à se refaire, tu vois, complètement. Et 6 mois, c'est une moyenne. Donc ça se trouve, c'est 9 mois ou 1 an. Donc je suis dessus, j'ai de moins en moins mal tout ça, mais en attendant, bah, il y a plein d'exos que je peux pas faire, tu vois. Il y a plein d'exos, tu vois, on sait, je simplifie pour les gens, mais tu vois, les fentes, c'est ce qui me tire le plus parce que ça étire le quadriceps. Et quand tu étires le quadriceps, ça met beaucoup le tendon en tension. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment faire de fente sans douleur, donc je fais pas de fente. Chaque semaine, ça va de mieux en mieux. Bah tiens, j'ai un truc pour toi aussi. J'ai modifié mes réglages sur vélo il y a pas longtemps. Ouais. Et putain, ça m'a irrité le tendon quadricipital, tu sais, sous le genou. Ah, ça, c'est un truc avec le mouvement, voilà, qui est le même pendant des heures parfois, Ah, si, ça m'a défoncé. Et après, j'ai dit merde. Et j'ai changé. Donc, j'ai monté de 2 crans sur mon vélo, donc sur mon backyard, donc ça fait genre 2 centimètres. Et j'ai changé de chaussure pour être plus à plat. Et ça m'a défoncé les tendons, quoi. Et on m'a dit, alors toi qui es un peu plus expert, on m'a dit qu'en gros, fallait monter genre de 1,5 cm toutes les semaines, quoi. Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile à dire. Honnêtement, moi, je pense que le mieux, et j'imagine, tu vois, à partir du moment où tu en fais de manière systématique et que ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent et du coup va créer un stress, je veux dire, assez répétitif sur une partie du corps, je pense que ça vaut la peine, tu vois, de faire un bike fitting, tout simplement, y compris si c'est sur un vélo statique. Moi, je m'entraîne en intérieur, donc c'est exactement la même chose. C'est juste le vélo, il est différent, mais c'est la même chose. Et en fait, j'ai reproduit sur mon vélo en intérieur la même position que j'ai sur le vélo que je Ok. fais sur les courses. Et ça, c'était un bike fitting. En fait, c'était plusieurs bike fitting pour à chaque fois avoir les ajustements. Ouais. Parce que justement, le risque, en fait, c'est pas juste d'être inconfortable ou de pas aller vite, c'est de te blesser tout simplement. Et souvent, en fait, tu vas avoir des gens qui vont avoir une sale position sur le vélo. Alors, quand tu les vois comme ça, tu vois, ça a l'air tout à fait normal, mais c'est peut-être soit juste les cales, en fait, sous les chaussures qui sont mal placées. C'est peut-être la hauteur de selle ou tout un tas d'éléments, tu vois, qui vont créer une certaine contrainte, un certain stress, et ça va pas forcément créer une blessure à ce moment-là. Mais par contre, en course à pied, bah, vu que tu as déjà travaillé pas mal, tu vois, et de manière pas forcément super adaptée sur le vélo, là, tu vas te blesser. Et donc, ça a quand même une grosse relation, et je pense que peut-être pour toi, ça vaudra la peine aussi, si c'est Ouais, vraiment ouais, quelque bah, chose, tu vois. C'est, c'est vrai que j'y pensais pas et tu fais bien j'ai bien fait de te poser la question. c'est un petit billet, mais au final, si c'est vraiment quelque chose, tu vois, que tu utilises, je pense pas que ça soit un truc qu'il faille juste régler comme ça, tu vois, à vue de nez ou en testant un petit peu, parce que tu as le risque, effectivement, que même si tu as l'impression que ça va sur le coup, ça commence à générer quelque chose qui, avec une autre contrainte, type course à pied, ou voilà, un effort que tu pourrais faire, va te provoquer une petite blessure. C'est pas, Ouais, ouais, non, ça mais peut t'as limiter, je raison, dirais. j'y pensais pas et je vais regarder à côté de chez moi comment ça s'organise.
Je pense que j'aimerais bien qu'on retourne un petit peu sur la question de la nutrition. Ça m'intéresse au plus haut point. Et le côté business aussi avec Superphysique Nutrition. Donc, tu me disais, tu as créé ça en 2017. Et au départ, donc je te disais que lorsque je regarde ta page YouTube, il y a toujours la référence voilà, à une pratique sans dopage. Est-ce que c'était une conséquence justement de vouloir proposer des produits propres pour voilà, avoir une alternative comment est-ce qu'était venue un petit peu l'idée de proposer de créer ta marque de nutrition? Ouais, alors déjà, le créneau musculation sans dopage, il s'est un peu imposé à moi, dans le sens où j'ai été formé à l'époque, donc quand j'avais 16-18 ans, par des pontes, on va dire, vraiment de l'entraînement en musculation, de la force en France, comme Marc Vouillot, comme Jean Texier, qui étaient des gens qui étaient farouchement opposés au dopage. Et à l'époque, je me racontais beaucoup l'histoire de la méritocratie, il faut mériter ses progrès. Et donc, ça s'est imposé un peu naturellement à moi. Euh, qui fait que dès que je me suis positionné, mais sans y réfléchir plus que ça, hein, encore une fois très naturellement, mais en fait, Superphysique, c'était la musculation sans dopage, parce que les pratiquants dopés souvent donnaient des conseils ou faisaient des entraînements qui n'avaient ni queue ni tête pour les pratiquants naturels. Où on se disait, mais c'est pas possible. Ou ils disaient, ouais, je fais ci, et puis il était énorme. Je disais, mais je comprends pas. Tu sais, ça marchait pas pour nous. Mais bref, et donc comme on a appliqué avec des copains beaucoup de ces erreurs, beaucoup de ces conseils, j'ai tout de suite pris ce créneau-là sans forcément que ce soit une vraie réflexion marketing ou positionnement ou autre. La marque, en fait, elle part d'un postulat très simple, c'est qu'à l'époque, je trouvais pas ce que je voulais en termes de compléments. Donc, avec mon associé Fabrice, on s'est dit, bon, bah, on aimerait bien faire nos compléments, on aimerait bien trouver les compléments, en fait, que nous, on aimerait prendre. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Moi, ça faisait très longtemps que j'étais dans le milieu de la musculation. Lui, il était encore avant moi, il a créé un des tout premiers sites en muscu en 99. Donc, pour te dire, ça nous rajeunit pas. C'est Et, clair. euh, et donc, bah, le plus difficile, comme tu t'en rends compte, bah, c'était d'avoir des minima de commandes suffisamment importants. Donc, fallait lâcher plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors qu'on n'avait pas grand-chose. Tu vois, en fait, c'était presque notre argent personnel. Et donc, c'est comme ça. En fait, on a créé la marque pour répondre à nos besoins. Et progressivement, bah, donc au fil des années, on ne fait qu'améliorer les compléments en fonction bah, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, des améliorations qui sont possibles en termes notamment bah, de sourcing, donc de comment tu trouves les matières premières. Donc c'est un peu le nerf de la guerre, ça. C'est un peu le nerf de la guerre pour tout C'est le pas monde. faux. Et ensuite, bah, d'avoir des compléments alimentaires les plus premium possibles. Parce que l'idée, comme je disais, c'est d'abord de pas s'empoisonner nous-mêmes. Donc là, par exemple, on travaille sur un complément de fer, parce que c'est pas spécialement pour moi, mais on voit bien qu'on a de plus en plus de femmes qui nous suivent et qui ont justement des problèmes d'absorption de fer, des taux de fer un peu bas dans le sang. Donc on est en train de travailler là-dessus pour répondre bah, justement aux besoins des gens qui nous suivent et qui sont potentiellement en besoin. Donc c'est ça en fait. Tous les trucs, tous les projets que j'ai faits ces dernières années, depuis le début, c'était toujours pour répondre à une problématique que j'avais. Le coaching, c'est bah, à l'époque, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait rien, personne ne faisait de programme, personne disait les charges à mettre. Au mieux, il y avait un gars qui te vendait un programme à la salle, mais ça arrivait à rien, quoi. Donc après, quand j'ai commencé Superphysique, bah, les articles, il n'y avait personne qui donnait des conseils pour les pratiquants naturels de muscu. Il n'y avait rien de rien, vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de vidéo. J'ai encore les vieilles vidéos qui sont sur YouTube, sur d'autres chaînes. Mais c'était affreux, pareil, les podcasts. Et à chaque fois, ça a été ça. Pareil pour la salle. Tu disais que j'ai une salle bah, à côté d'Annecy. Et en fait, la salle, c'est pareil. J'arrive sur Annecy en 2012 et il y a deux salles qui se battent en duel, des salles très, on va dire, commerciales, très fitness, qui veulent surtout pas de pratiquants de musculation. On me vend un abonnement, on me dit non, non, t'inquiète, ça va. Et en fait, le premier jour où j'arrive, on me dit ouais, mais attends, tu prends tous les poids. Mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poids. Et je dis bah, attendez, vous m'avez dit que vous allez acheter des poids. Bah non, non, pas du tout. Et donc, de fil en aiguille, on n'arrive pas à s'entendre. Moi, j'aurais bien voulu faire des partenariats, mais bon, on n'arrive pas à s'entendre. Et donc, finalement, j'ouvre ma salle. Pour dire, bah voilà, les gars qui veulent faire de la muscu, il y a la salle. Alors maintenant, à Annecy, il y a il y a des Basic Fit, des Fitness Park, des On Air, bon, ça pullule partout. Mais en 2014, tu voulais faire de la muscu, tu venais dans ma salle. Et donc, tous les projets, tu vois, c'est comme là, le bouquin hybride, bah, c'est pareil, en fait, je trouve rien, tout est disparate, voilà. Bon, bah allez, moi, je m'en occupe, je le fais. Et donc, même moi, quand je relis le bouquin, vu que je l'ai écrit en juin, même si travaille sur une petite refonte, peut-être s'il y a une V2 ou autre. Bon, pour l'instant, il y a juste 2 lignes à rajouter, donc c'est pas grand-chose. Mais bon, il y en aura peut-être plus après, en fonction de comment ça évolue. Mais c'est vrai que à chaque fois, c'est pour répondre à ce que je n'ai pas trouvé, ce que j'aurais aimé avoir, en me disant, bah, il y a d'autres personnes qui vont sans doute être intéressées. Et là, avec Superphysique Nutrition, bah, c'est exactement ce qui se passe. La plupart des gens qui commandent, en fait, se disent, bah,
En fait, nous, on veut prendre les mêmes compléments que toi parce qu'effectivement, on sait que te Ça suivant depuis fonctionne. longtemps, tu vas pas t'empoisonner. Voilà, tu vas Ouais. vraiment pas t'empoisonner, sachant que moi, je suis assez, certains diront rigide sur l'alimentation, mais moi, je trouve pas du tout. Mais bon, comme je suis assez rigide, ils savent que je vais pas les empoisonner vu que moi, je les consomme tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et à chaque fois, je réponds à un de mes propres besoins. Et je pense que toi, c'est pareil avec Pyrénées Nutrition. C'est voilà, tu vois des trucs qui sortent, tu dis putain, ok, c'est bien emballé tout ça, mais ça correspond pas du tout à ce que je voudrais prendre. C'est pas du tout ça. Tu te dis, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. J'ai regardé, j'ai lu les études, j'ai fait des tests, etc. Je pense que c'est ça. Donc ça n'existe pas, donc je le fais et on verra si ça intéresse. Nous, on a de la chance, entre guillemets, que ça intéresse pas mal de personnes. Si ça n'avait pas intéressé, ben, on aurait arrêté. C'est tout, en fait. On se serait dit, bon, bah, on fait peut-être juste notre consommation personnelle et puis on aura eu du stock pour quelques années de Ouais, ouais, c'est compléments. un Puis stock voilà. Ouais, pour pas mal d'années du coup là. Mais Ouais, bah tu sais comment c'est. T'as toujours des, pareil, t'as, t'as là, des on parlait minimums d'argent, de mais il y a commandes, des t'as minima de des... Ouais, commandes. Voilà. ouais, ouais. Je sais pas, je sais plus combien c'est, mais ces gens ont fait 1 tonne de prot à la fois au moins, tu vois, au moins une Ouais. tonne. Ouais, 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 Donc non, bon. c'est énorme. Mais en réalité, ça résonne beaucoup, tu vois, avec l'approche pour Pyrène. Moi, j'ai rejoint l'aventure en cours de route, mais les deux fondateurs, donc Emmanuel et Flo, à la base, l'idée, c'était de créer un produit, comme toi, tu l'as dit, qui correspondait à ce qu'ils voulaient, à la fois en termes de qualité, en termes de goût, déjà, parce que c'est quand même super important pendant des Bah, heures de... surtout à l'effort, surtout en longue durée. En longue durée, tu peux pas prendre un truc qui est tout pâteux, qui a pas de goût, Bah, il va devenir fou. c'est ça, et c'est vrai que au final, mon expérience c'était d'avoir d'être passé d'une marque à l'autre. Alors soit parce que vraiment ça passait pas, indépendamment du goût, c'était juste indigeste, soit parce que bah, après 7 heures d'effort, 8 heures d'effort, le truc tu peux plus t'alimenter comme il faut parce que le goût tu peux plus quoi. C'est rien que d'y penser, tu vois, ça te retourne l'estomac. Et c'est vrai que l'approche qui a été prise, donc on a certains produits, donc le gel myrtille par exemple, qui a un léger goût, mais naturel, et c'est pas, tu vois, des arômes artificiels comme tu parlais tout à l'heure, et je comprends tout à fait que tu mettes pas ça du coup dans tes produits, mais c'est avec des myrtilles qui sont sourcés chez un producteur Ouais, local. j'avais entendu ça dans le podcast, je crois que tu avais fait avec Ouais. eux, justement. Vous avez trouvé vraiment une source de myrtille particulière et tout. Je crois que vous en avez parlé, ouais. C'est Ça me ça, revient. et donc du coup, bah, c'est un petit peu comme tu disais, tu vas pas acheter ton kilo de myrtille pour faire, tu vois, un petit batch, non, il faut quand même une grosse dose de myrtille qu'il faut stocker après, et c'est pareil pour le hydratation qu'on a, donc ça c'est plus des électrolytes avec bah, de la fleur de sel qui est sourcée localement, avec des arômes de citron vert naturel également. Et en réalité, quand tu veux faire les choses bien, bah, c'est quelque chose qui n'est pas si évident à trouver quand tu veux avoir des produits qui sont pas délétères sur le long terme, parce que ce soit dans ta pratique, que ce soit dans ma pratique, on en consomme tellement que on veut quand même essayer de limiter un petit peu le nombre de choses un peu dégueulasses qu'on va se mettre dans le corps, disons. Bien sûr, non, Et, non, et- mais ouais, j'ai jamais écouté ton podcast, justement, où tu interviewé les deux fondateurs, et je me souviens de cette histoire de myrtille, et c'est là que tu te rends compte que tu peux pas industrialiser vraiment la qualité. En fait, à un moment, quand il y a beaucoup, beaucoup de volume, c'est pas possible. Nous, c'est aussi ce choix-là de pas vouloir trop grossir, etc., pour garder vraiment la qualité, parce qu'à un moment, la matière première, elle n'existe plus, quoi. En fait, au bout d'un moment, il y en a plus. Donc, tu peux pas non plus faire de la méga qualité et une énorme quantité. Donc je comprends très très bien ce que tu dis. Bah, et t'as ça, et puis après, t'as aussi tout le contrôle de la chaîne de production finalement, où bah, voilà, en fonction du produit, en fonction de l'approche que tu prends, t'as plus ou moins de contraintes. Ça peut être même juste du stockage finalement, si on parle de quantités énormes. Mais en fait, moi, ce que j'en retiens finalement, c'est que t'as quand même créé un écosystème au final autour de ta marque, donc Rudy Koya, et après, bah, Super Physique, la salle de sport, le gym, la nutrition, et que c'est quelque chose qui bah, voilà, permet finalement à ta communauté de rester un petit peu, tu vois, dans ton écosystème, en ayant le support par rapport à leur pratique, en ayant le support par rapport à leur nutrition. Ceux qui veulent aller vers plus quelque chose d'hybride, bah, tu les accompagnes aussi par bah, le produit que tu viens de Voilà, commercialiser qui le est livre libre. ou du coaching. Après, tu sais, tout ça, parce que souvent, tu sais, les gens, si tu lis des biographies, autobiographies, ils disent, ouais, j'ai tout calculé, j'allais faire ci. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien calculé de tout ça, en fait. Tout s'est fait très naturellement. Et je crois, j'espère en tout cas, que les gens qui me suivent ou qui me font confiance, en fait, bah, se rendent compte de ça. C'est pas du tout un calcul ou prémédité. En fait, tout se fait.
c'est comme quand je lance la formation à Annecy avec ABD Formation. En fait, ça fait des années que je forme sur Internet. J'ai donné un peu de cours en BPGEPS dans une autre école et j'ai dit, bah, j'aimerais bien avoir le mien en fait. Et mais c'est pas pour ça que je m'étais dit, ah ouais, bah super, dans l'écosystème, c'est ça qui manque. Ou... En fait, à chaque fois, je pense, de la chance depuis le début, c'est que tout ce que j'ai envie de faire s'imbrique naturellement dans ce que j'ai déjà fait. Tu vois, et alors certains diront, c'est des opportunités parce que tu as fait ça, donc ça donne l'idée de ça. Mais il n'y a pas du tout de préméditation en disant, je vais agrandir l'écosystème. Pas du tout. Et pendant des années, des fois, je me disais, bah, quand j'avais un podcast qui s'appelait Leadercast, que j'ai arrêté depuis, il y a des fois, pendant 6 mois, j'avais aucun projet, quoi. Moi, je sais pas. Et puis d'un coup, t'as un truc qui te tombe, tu dis, ah, tiens, j'aimerais faire ça. Donc, pareil, là, avec le bouquin, bah, il y a pas mal d'idées qui me viennent sur justement le coaching, des formations, ou même d'organisation de stage. Je réfléchis pour plus tard, parce que maintenant, je suis sur le bouquin. Mais l'idée, c'est, encore une fois, c'est pas forcément de faire un écosystème, c'est juste, mais tiens, j'aimerais bien faire ça. On voit si ça prend pas, bah tant pis, si ça prend, génial, quoi. Et après, comme tu le sais, si t'as plein de projets, bah t'es obligé d'en lâcher d'autres, quoi. T'es obligé de moi, je me recentralise progressivement en abandonnant certaines choses, mais t'es obligé au bout d'un moment. Bah, tu as des projets qui ont de l'attraction, tu en as d'autres qui, voilà, au bout d'un moment, ils ont fait leur vie et il n'y a pas nécessairement une suite. Mais je pense que souvent, c'est assez négatif quand on parle d'opportunisme ou de saisir une opportunité. Mais en réalité, enfin, pour moi, la vie, c'est une question justement de se mettre en position de saisir des opportunités et des bonnes opportunités si possible. Et ça tombe pas du ciel. C'est juste que tu fais quelque chose, tu te mets en position de s'il y a quelque chose de bien qui passe, peut-être creuser un petit peu et puis ça mène peut-être à autre chose. Et je pense qu'en réalité, c'est ce que tu disais, avant tout, tu as répondu à un besoin que tu avais, à une attente que toi-même tu avais. Et bah, vu que t'es pas finalement différent et comme moi, différent des gens qui nous suivent, bah, ça parle peut-être aussi à pas mal de personnes. Ça résonne beaucoup chez d'autres personnes et ça permet justement de poursuivre ces projets-là. Je pense que c'est quelque chose qui est assez cool et souvent on minimise un petit peu le travail des gens en disant oui bah voilà il est là il a fait ça et tout et en fait les opportunités elles tombent pas du ciel. Je pense qu'il faut être bien positionné pour les Ouais, saisir mais c'est ouais, beaucoup de et puis à travail chaque pour fois, arriver là. c'est pour ça que j'ai parlé du bouquin, on se rend pas compte en fait du travail, on se dit ouais bah faut écrire, mais pas du tout, il y a tellement de choses à penser. Tous les jours, je réfléchis, je me dis bon, comment je peux le faire connaître? Qui est-ce que je peux contacter? Ok, est-ce que je peux mettre un budget? Est-ce que je peux mettre de budget? Qu'est-ce que ça va rapporter? Qu'est-ce que ça rapporte pas? Parce qu'encore une fois, c'est un livre, hein, donc c'est pas. On va pas C'est- s'enrichir avec ça normalement mais Voilà, voilà, à moins que j'en vende des millions, mais ouais, ça m'étonnerait, sait-on jamais. Mais à pourquoi chaque fois, je me dis voilà, comment je peux faire? Et c'est vrai que, après, on en parle un peu en antenne, c'est vrai que beaucoup ont tendance à minimiser un peu. Moi, pendant des années, j'ai dit que j'avais pas fait d'écart alimentaire. Vraiment, je suivais ma diète. À Noël, je suivais ma diète tout le temps. Et t'as plein de gens à l'époque qui disaient c'est pas possible, il nous prend pour des cons, c'est un menteur, tu sais, ils se foutaient de ma gueule. Puis maintenant, avec les années, comme ça fait plus de 20 ans que je suis là, ils disent, ouais, bah, au début, je me foutais de ta gueule, et puis maintenant, je suis admiratif. Ah bah, je dis, ouais, je dis, bah, je comprends très bien. Si moi, je disais ça, personne ne me croyait. Je dis, bah, si. Si c'est pour ça aussi que je suis, entre guillemets, aussi bien physiquement, c'est qu'en fait, tous ces efforts, que j'ai faits, au bout d'un moment, ils sont ancrés, et c'est facile pour moi d'être bien, quoi. En fait, parce que j'ai toujours tout fait pour être bien. ouais, non, ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle The Compound Effect, alors Ouais. je me souviens plus C'est de l'effet l'auteur. composé. Ça C'est doit être l'effet exactement composé ça. en Et en français. fait, c'est une idée. Alors, ça te révolutionne pas ta manière de penser, Non. mais c'est juste que sur une durée suffisamment longue, le fait de faire des petites choses au quotidien qui deviennent des habitudes, bah, ça va créer une sorte de cercle vertueux qui, à force, va créer voilà, une sorte d'effet boule de neige qui, au bout d'un moment, bah, voilà, ça crée une véritable différence par rapport à celui qui n'a rien fait ou celui qui, à l'inverse, s'est totalement laissé aller. Et en réalité, c'est des petites choses à mettre en place au quotidien, que ce soit voilà, pour l'entraînement, pour le côté plus business, qui, après X années, et toi, ça fait vraiment un moment que tu es dans le game, donc je pense que tu vois vraiment, du coup, et c'est ce que tu disais à l'instant, la différence, bah, c'est un retour positif qui ne tombe pas du ciel. C'est beaucoup de travail, mais ça vaut la peine au final. Ouais, c'est l'accumulation de chaque jour. C'est ce que je dis. En fait, pareil, je finirai peut-être là-dessus, mais en fait, moi, je prends pas de vacances. Donc, je travaille 7 sur 7. Depuis tout. La seule fois où j'ai arrêté, c'était en 2011, quand j'ai été voir Monsieur Olympia à Las Vegas, donc champion du monde de bodybuilding professionnel, parce que la connexion déconnait.
Mais donc, depuis 2011, ça doit être septembre, il n'y a pas un jour où je n'ai pas allumé l'ordinateur. Et tous les jours, je suis devant l'ordinateur, tu sais, c'est comme l'écrivain, on dit, ouais, comment vous faites? Pour retrouver l'inspiration, il dit, tous les jours à 9h, je suis devant l'ordi. Et moi, bon, j'y suis un peu avant, mais tous les jours, je suis en train de faire quelque chose. Tous les jours, je me dis, bah tiens, tu peux bosser sur ci, tu peux bosser sur ça. Ah tiens, bah ça me plaît pas. Ou tiens, j'ai une idée, ou j'écoute un podcast, par exemple, ce que tu fais, ou je regarde tes vidéos, et je dis, tiens, là, c'est pas mal le plan de vue qu'il a fait, ou comment il a fait, ou comment il met derrière. Et à chaque fois, en fait, ça me nourrit. Et donc, tous les jours, en fait, je suis un peu au travail, même si j'essaye de pas avoir des grosses journées, même si là, avec le bouquin, je suis un peu sous l'eau. J'essaye à chaque fois tous les jours, même le dimanche, donc des fois, ça plaît pas forcément, mais c'est mon rythme de vie, tu vois, c'est mon rythme de vie. Et j'aime bien travailler un peu tous les jours, me dire tous les jours, je fais un petit truc qui va m'aider, un petit truc en plus pour concrétiser la vision que je pourrais avoir. Bah, c'est la constance, la consistance dans la durée, comme les anglo-saxons diraient, juste show up every day. Et au final, ouais, c'est quelque chose qui te permet d'être là où t'en es. Et, c'est assez cool à voir que le travail finit par payer. Donc ça fait toujours plaisir. Écoute, je pense qu'on a parcouru quand même pas mal de choses. Est-ce que on va mettre donc le lien hein, vers le bouquin et moi je vais être le premier à te passer commande après ce podcast de toute façon. Mais pour ceux qui veulent également, on va mettre toutes ces infos là. Est-ce qu'il y a un peu d'actualité de ton côté, quelque chose, un final world que tu... Oh, pour l'instant, j'ai quelques idées, mais tu sais, tu vois bien avec la marque de complément. Moi, j'ai quelques idées aussi personnelles que j'aimerais faire, mais ça prend toujours plus de temps que prévu. Comme je disais, j'ai quelques idées de contenu encore plus spécifiques sur l'Irox que j'aimerais vraiment partager, tout ça. Mais bon, là, je suis sur le bouquin, donc ça prendra un peu de temps. Sinon, j'ai envie de conclure en disant, continue ton contenu, Richard. Moi, j'aime bien regarder. Encore une fois, je vois un amateur passionné, et c'est vrai que ça me change des athlètes professionnels qui font des choses impossibles. Alors certes, ça inspire, tu regardes, tu dis, ah ouais, putain, ils s'entraînent comme ça, tout ça. Mais j'aime bien voir des amateurs passionnés, et je trouve, c'est un des trucs que je disais, ça me manquait beaucoup il y a des années. Et c'est pour ça que j'aime bien suivre ton contenu, parce que je me dis, ah voilà, un type qui a une vie à côté de son entraînement, comment il fait, comment il essaie de tout concilier. Et après, c'est sûr que ça donne des idées beaucoup plus inspirantes que le champion qui lui fait que s'entraîner, qui est doué, qui a tout autour. Ouais, c'est sûr qu'il y arrive, le champion. Il est né pour être champion presque. Bon, c'est super sympa, Rudy. Merci beaucoup. En tout cas, un plaisir d'avoir partagé ce petit moment-là avec toi. J'espère que c'est pareil pour nos auditeurs. Et en tout cas, franchement, c'était vraiment cool de se parler. Je te dis à très vite et je te souhaite tout le meilleur pour ton livre. Salut à tous. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.